Bonjour et bienvenue sur Récompensez-vous, l'émission qui vous aide à utiliser vos points de fidélité pour voyager mieux, voyager plus et économiser tous les jours. Je suis Jean-Maximilien Voisine, président fondateur de Milesopedia.com, l'encyclopédie des miles au Canada. Dans cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Sky Seo, qui est la cofondatrice du groupe d'Anime, avec qui nous parlerons d'un pays magnifique, la Corée du Sud. Bonjour Sky et bienvenue. Bonjour. Alors Sky, peux-tu me présenter ton parcours entre la France et la Corée du Sud? Oui, bien sûr. Donc moi, je suis, coréenne, de nationalité, mais j'ai grandi en France, à partir de l'âge de 2 ans. Donc mes parents étant étudiants et émigrés, en France, dans la région de Grenoble, à la base. Et puis ensuite, j'ai poursuivi mes études, en France, de la maternelle, jusqu'au master, à Paris. Et puis finalement, j'ai décidé de revenir en Corée pour, travailler dans un premier temps dans le domaine du tourisme et puis il y a quelques années, du coup, ouvrir notre propre agence réceptive ici en Corée. Donc, on est basé à Séoul. Ok. Et donc ton agence, donc tu l'as ouverte il y a quelques années. Euh, Déjà, parle-moi du mot de l'agence, du nom de l'agence d'anime. Qu'est-ce que ça signifie en coréen? Oui, alors d'anime en coréen, ça veut dire se promener, se balader, mais de façon efficace et en ayant conscience de ce qu'on voit autour de nous. Donc, on avait trouvé que c'était un mot qui correspondait bien, en tout cas, à notre corps de métier, pour faire découvrir la Corée en se baladant, en se promenant de façon efficace au sein de la Corée. Voilà. Parfait. Bah alors, tu vas nous faire découvrir la Corée de manière efficace tout à l'heure. Alors, parle-moi un petit peu des services que propose ton agence pour découvrir la Corée du Sud. Oui, alors on est donc une agence de voyage, réceptive, ce qu'on appelle un DMC, dans le jargon du tourisme. On est spécialisé dans les voyages de loisirs pour les individuels et pour les groupes, mais également en événementiel pour des entreprises qui souhaiteraient, faire un événement en Corée. Donc, autour de ça, on fait des séminaires, des voyages incentives et aussi des participations aux congrès internationaux qui pourraient se dérouler en Corée. Donc on a, une, assez large, possibilités de service, tout, étant, tout en étant relié donc, à la découverte de la Corée. D'accord, donc si vous nous écoutez, que vous êtes une entreprise, d'anime peut vous le groupe d'anime peut vous aider, justement à découvrir la Corée tout en faisant un séjour d'affaires sur place. Mais également, vous elle, la cette société peut également vous accompagner pour les séjours individuels, donc c'est bon à savoir. Alors, avant de parler de la Corée, j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu sur les 2 dernières années qui n'ont pas du tout été faciles pour tout le monde et je pense particulièrement aux pays asiatiques qui ont été complètement fermés et donc dans une bulle. Toi, comment ça s'est passé ces 2 dernières années sans touristes, pour les Coréens? C'est vrai, tout à fait, ça a été difficile ces 2 dernières années, en tout cas pour le marché du tourisme international puisque, comme tu l'as mentionné, les frontières étaient complètement fermées. Jusqu'à récemment, on avait encore une quarantaine obligatoire pour tous les touristes venant sur le territoire coréen. Donc ça a été assez difficile. Par contre, nous, de notre côté, on a été un peu, chanceux en Corée dans la manière dont la crise a été gérée puisqu'on n'a pas eu de confinement. Donc on a été quand même assez libre de circuler au sein de la Corée. Donc le tourisme domestique a très bien marché, puisque les voyageurs, les Coréens ne pouvant pas voyager à l'étranger, ils ont décidé de voyager beaucoup au sein de la Corée, surtout en petit comité, donc pour les individuels. Et nous, on a une partie aussi événementielle, donc on a réussi à
avoir un peu des projets domestiques qui nous ont permis de continuer à survivre pendant cette crise sanitaire. Ouais, Donc, donc vous vous êtes adaptés finalement à cette situation et finalement, bah, est-ce que ça a un petit peu transformé votre agence? Parce que, j'imagine que votre agence était vraiment tournée vers l'international. Peut-être que ça a ouvert de nouvelles possibilités au sein même de la Corée pour justement pallier à ce type de choses, c'est ça? voilà, tout à fait. Alors après, nous, on est une équipe très internationale. Donc, on a beaucoup plus l'habitude de travailler avec les étrangers plutôt qu'avec des Coréens. Donc, ça a été une transition qui était un peu difficile. Mais par contre, on a fait quand même on a eu pas mal de demandes de consulting, donc des personnes ou des entreprises intéressées pour faire du business en Corée et ne pouvant pas venir assister à certains meetings ici, on nous a contactés pour faire les meetings à leur place ou être un allié pour ou pallier en fait ce manque de voyage. Donc ça nous permettait de participer à certains meetings et puis on était du coup rémunérés sur un fee de consulting pour ce genre de projet. Donc finalement, ça nous a ouvert un petit peu aussi la possibilité de faire du consulting, ce qui était un point qu'on n'avait pas forcément développé dans notre corps de métier qui est vraiment le tourisme, mais du coup ça nous a permis de voir d'autres horizons. Bah, dans chaque crise, voilà, il y a des opportunités. Toutes les entreprises, bah, ont essayé de s'adapter. Nous aussi, à Milesopedia, on s'est on s'est adapté pendant cette période. Alors maintenant, espérons que tout ceci soit derrière nous, même s'il y a des balbutiements de reprise de virus, mais en tout cas, avec la plupart des gens qui sont vaccinés et les frontières qui se rouvrent. D'ailleurs, depuis, le 1er avril 2022, la Corée du Sud est rouverte aux touristes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des conditions actuelles pour venir? On sait que tout ceci est appelé à changer, à évoluer, mais en tout cas, à partir du 1er avril, quelles sont les conditions pour venir en Corée du Sud? Voilà, tout à fait. Alors c'est une bonne nouvelle, en tout cas pour toutes les personnes qui travaillent dans le tourisme, en réceptif en Corée. Donc c'est aujourd'hui, le 1er avril. Donc à partir d'aujourd'hui, tous les touristes, peuvent accéder à la Corée sans avoir, de quarantaine à effectuer, qui était de 7 jours auparavant. Alors, il y a quand même des restrictions en termes de tests, donc il faut effectuer un test PCR 48 heures avant l'embarquement. Ensuite, à l'arrivée à l'aéroport, les personnes doivent réeffectuer un test PCR et doivent attendre dans leur hôtel le résultat négatif de leur test qui arrive généralement dès le lendemain matin pour OK, pouvoir après sortir de leur hôtel. Ensuite, il est recommandé encore de faire un test pour le coup, pas PCR, mais antigène, antigénique. antigénique, voilà, librement à J+6. Et donc, il faut déclarer au gouvernement que le test est négatif pour pouvoir continuer de voyager en Corée. Et j'imagine Voilà. que c'est facile de pouvoir se trouver des endroits pour tester, pour avoir un test antigénique, à Séoul, c'est plutôt facile? Oui, c'est plutôt facile. Alors, le premier test, de toute façon, est fait à l'aéroport et pour Ouais. le reste du voyage, les tests antigéniques peuvent, être procurés soit dans les convenience stores, soit dans les pharmacies. Mais après, je pense que pour les touristes, il faut aller dans une clinique, spécialisée, mais on a une liste de cliniques, dans lesquelles on peut effectuer ce test-là et qui avec un résultat, quasi immédiat. Donc c'est assez facile. Alors après, en dehors de cette contrainte-là, on a aussi la contrainte pour le moment des regroupements. Donc, on n'a pas le droit de se retrouver à plus de 8 personnes. Les individuels et les petits groupes peuvent venir en Corée. Si on est à plus de 8, il faut réaménager un petit peu certaines activités, les repas par exemple, pour diviser le groupe en deux par exemple. D'accord. Bon, bah, comme on le dit, de toute façon, ces mesures sont bien naturellement appelées à évoluer, à changer. Donc en tout cas, à l'heure actuelle, 1er avril et pour les semaines à venir, c'est ce que c'est ce que Sky nous a dit comme règle. Alors maintenant, parlons du pays. J'imagine que la plupart des touristes en Corée du Sud proviennent de la région, Asie-Pacifique. Quelle est la part de touristes, est-ce que tu la connais, la part de touristes d'Amérique du Nord et du Canada, plus particulièrement, avant covid, bien évidemment? Oui, alors avant Covid, du coup, ce serait sur la référence 2019 Oui. et qui a été une très très bonne année en termes de tourisme pour la Corée puisque les chiffres ont continuellement augmenté et à ma connaissance, en 2019, on avait plus de 13 millions de touristes qui sont venus en Corée. Alors, la part la plus grande, effectivement, vient
d'Asie Pacifique, donc Japon, Hong Kong, Taïwan. Et sur la partie Amérique du Nord et Canada, je pense qu'on estime à 5% environ de voyageurs. Et sur les USA, parce que j'ai pas trouvé les chiffres pour le Canada, mais pour les USA, on avait environ 600 000 touristes dans l'année en 2019. OK, bah et c'est un marché à conquérir et je sais que beaucoup de compagnies aériennes offrent des vols, directs vers Séoul notamment. Pour nos auditeurs, sachez que Air Canada offre des liaisons directes vers Séoul depuis Toronto et Vancouver. On espère qu'un jour, une liaison directe, ouvrira depuis Montréal. Vous pouvez utiliser vos points aéroplan pour réserver ces vols. Il y a également Korean Air qui relie ces 2 destinations. Sinon, via les États-Unis, les 3 grandes alliances offrent des vols vers Séoul. On vous expliquera comment utiliser vos points dans notre guide de voyage Corée du Sud et dans ce guide, vous retrouverez d'ailleurs de nombreuses informations fournies par Sky. Alors, je suis allé en Corée du Sud en 2014. C'est déjà il y a un autre monde, on va dire, lors de la fin de semaine de l'Action de grâce. Ouais. Certains allaient dans un chalet à la montagne. Moi, je suis allé en Corée du Sud. En 4 jours, c'est vrai que c'est court, mais j'ai eu un bel aperçu de Séoul et ça m'a donné envie de revenir pour visiter le reste du pays. Alors Sky, parle-moi des lieux touristiques incontournables en Corée du Sud. Alors, oui, effectivement, depuis 2014, beaucoup de changements en Corée. C'est un pays qui évolue très, très vite. Donc là, 2022, on a encore toujours et beaucoup de choses à voir et c'est un pays qui est constamment en train de changer. Mais pour parler des incontournables, je dirais effectivement Séoul, la ville donc tu as pu visiter, est vraiment un incontournable. C'est la capitale de la Corée, la plus grande ville de Corée, la plus peuplée de Corée et avec vraiment une identité entre la tradition et la modernité. Donc quand on se balade dans les rues de Séoul, on peut visiter des temples, voir des maisons traditionnelles, mais en même temps voir des grands buildings ultra modernes. Et c'est une ville très connectée également, donc on peut avoir du Wi-Fi un peu de partout dans les stations de métro, dans les rues. Parfois, on peut aussi le capter. Après, en dehors de Séoul, effectivement, la province coréenne est aussi très jolie. Je dirais que Busan est aussi très agréable. On va souvent la comparer à Hong Kong, puisque c'est une ville balnéaire, mais aussi très citadine. Donc, on a au bord de la plage de grands buildings de bureaux qui font aussi le paysage un peu urbain de cette ville balnéaire mais en même temps très citadine. Après, pour voir quelque chose d'un peu plus traditionnel, je dirais que la ville de Gyeongju, qui est pas très loin de Busan, dans le sud, qui était également l'ancienne capitale de la Corée pendant la dynastie de Shilla, donc quand la Corée du Sud a été mise en place. C'est une ville magnifique avec de très beaux temples à visiter, des quartiers de maisons traditionnelles également qui ont été vraiment très bien rénovés, avec des concepts de cafés traditionnels également qu'on peut visiter. Toute la ville, de façon générale, est classée au patrimoine de l'UNESCO. Donc c'est une ville très intéressante pour les personnes qui aiment la culture et la tradition. Et c'est vraiment dans cette ville-là qu'on peut expérimenter vraiment la tradition de la Corée. D'accord, donc Et c'est tout ça, donc c'est j'ajouterais des villes qui se situent au sud, qui sont plutôt aussi, donc tu m'as dit station balnéaire un petit peu aussi, c'est Busan qui est plutôt, voilà, Busan balnéaire, Gyeongju un petit peu plus au nord de Busan, OK. mais qui n'est pas balnéaire, qui est plutôt région montagneuse d'ailleurs. Et en dehors de ça, j'ajouterais aussi l'île de Jeju, qui est donc par contre là il faut prendre l'avion ou le bateau pour accéder à l'île de Jeju, mais qui est la plus grande île coréenne, qui était une ancienne île volcanique, où là vraiment on peut apercevoir la vraie nature de la Corée. Aussi quelques stations balnéaires, mais également beaucoup de randonnées, des paysages magnifiques. Il faut vraiment visiter. Et je crois que Jeju a été élu en 2011 trésor naturel universel. D'accord, OK. Bah, Voilà. écoutez, donc c'est des choses à voir. Il faut sortir de Séoul. Alors Séoul, bien sûr, c'est un incontournable, mais il faut sortir de Séoul. Ne faites pas comme moi, il faut vraiment aller visiter, le reste de la Corée du Sud. Alors, tu nous as parlé de ces villes avec du patrimoine, ces stations balnéaires. Est-ce que vous avez des endroits pour faire du sport d'hiver? Parce que ça peut intéresser les Canadiens aussi d'aller, découvrir la Corée du Sud en hiver. Oui, tout à fait. Alors, il ne faut pas oublier, on a eu les Jeux olympiques Ouais. d'hiver en 2018 dans une région qui s'appelle Pyeongchang. Donc, les services de stations de ski ont
ont été mises en place, même s'il y en avait avant. Hein, le ski est quelque chose en Corée qu'on pratique assez souvent en hiver, puisque la température en hiver, la saison permet effectivement d'avoir pas mal de neige. Donc ça facilite un petit peu, un petit peu les choses. Alors après, ce qu'il faut savoir en Corée, c'est qu'on a 70% de régions montagneuses. Donc même aux alentours de Séoul, on a plein de petites stations de ski qui sont très bien pour les débutants. Mais effectivement, ceux qui sont vraiment des adeptes du ski et qui ont l'habitude de skier dans les grandes montagnes du Canada, je pense, s'ennuieront un petit peu en Corée puisque les montagnes sont assez petites. On évalue environ en moyenne à hauteur de 282 mètres, donc c'est pas très haut. Mais par contre, les services mis en place dans les stations de ski en Corée sont vraiment géniaux. Et le plus ici, c'est qu'on peut faire du ski la nuit. Donc on a la possibilité de skier dans les stations de ski. Tout est illuminé, donc on peut profiter de ce paysage de nuit dans les montagnes coréennes enneigées. Et c'est très agréable parce que du coup, on a moins d'enfants, on a moins de gens sur les pistes. Donc c'est une expérience assez sympa. Ouais, Voilà. voilà, ça pourra plaire, je pense notamment, aux Québécois. C'est sûr que les on a des très belles montagnes, au Canada et c'est, notamment dans la région, dans l'ouest, du côté de Whistler. Mais, du côté de Montréal, on a des petits monts aussi, Saint-Sauveur, donc peut-être que ça peut vous ravir aussi en dehors de Séoul, d'aller faire une journée de ski ou une nuitée, de ski. Tout à fait. Donc, hem, donc on a parlé des stations balnéaires, du sport d'hiver. C'est sûr que quand on parle de la Corée du Sud, il y a quelque chose d'historique aussi qui vient en tête, c'est toute la zone, démilitarisée avec la Corée du Nord. Est-ce que c'est quelque chose, où il y a des touristes qui vont, visiter, voir ce qui s'y passe? Oui, tout à fait. Alors, c'est un sujet qui revient très souvent, hein, puisque ça fait partie vraiment de l'histoire moderne de la Corée. Donc la zone démilitarisée qu'on appelle la DMZ est effectivement accessible pour les touristes. Par contre, il faut passer par, des agences accréditées par le gouvernement pour pouvoir accéder à ce qu'on appelle la zone, JSA, la Joint Security Area. C'est là où on peut voir vraiment les soldats nord-coréens et sud-coréens qui se font face. Donc, c'est souvent cette image-là qu'on voit un peu dans les médias étrangers, ce qu'on appelle la JSA Panmunjom en coréen. Mais à part cette région-là, on a aussi la région de la DMZ tout au long de la 38e parallèle qui est accessible à différents points. Donc, il y a des tours qui sont organisés sans passer par la JSA, mais pour voir quand même, pouvoir voir de loin la Corée du Nord. Et il y a différents points et différents tunnels d'accès qui sont disponibles à visiter librement dans cette région-là. Donc, pour ceux qui sont intéressés, il y a effectivement différentes possibilités de pouvoir y accéder. Pour voir la JSA, par contre, passer par une agence accréditée. Nous, on peut s'occuper de le faire, mais ce sera en passant par une agence spécialisée. C'est une visite qui dure, c'est pour la journée au départ de Séoul? Au départ de Séoul, oui, effectivement. Alors, il y a des visites de demi-journée et de journée entière. Donc, selon le programme des personnes, on peut trouver ce qui correspond le mieux à l'itinéraire des personnes qui sont sur place. Parfait. Donc, pour nos auditeurs, pour ces journées sur place, il y a de nombreuses options avec vos points. Par exemple, Marriott Bonvoy dispose de dizaines d'hôtels bien répartis dans la capitale. Ailleurs, vous pouvez, vous laisser tenter par des hébergements traditionnels. Alors Sky, à quoi ressemblent les hébergements traditionnels sud-coréens? Alors, les hébergements traditionnels qu'on appelle du coup les hanok, en Corée sont, composés complètement en bois avec, soit un toit en tuiles noires, soit en paille selon, à l'époque, si on était aristocrate ou, plutôt, farmer. On pouvait définir, le statut de ces personnes-là, par rapport au toit, des maisons traditionnelles. Ce qui est intéressant dans l'architecture des maisons traditionnelles, c'est que tout est fait en bois, mais il n'y a pas de clous, d'après ce que j'ai appris. Les,
morceaux de bois sont emboîtés et non cloués. Donc, ce qui fait un peu le charme des maisons traditionnelles. Et puis, on peut faire l'expérience de dormir dans des maisons traditionnelles, donc à Séoul et dans différentes régions de Corée. Et c'est très sympa. Je dirais la petite particularité, c'est qu'on va dormir au sol sur un futon assez léger. Donc, pour des personnes qui ont un peu des problèmes de dos, je pense qu'une nuit, ça suffit largement. Mais c'est très sympa. En hiver, c'est très bien chauffé aussi. Et puis en été, la température reste fraîche grâce à l'isolation du bois. D'accord, parfait. Bon, bah, c'est quelque chose à essayer, peut-être pas sur la longue durée comme, comme vous l'avez mentionné Sky, mais c'est quelque chose à expérimenter et j'ai bien hâte de découvrir ça quand on ira en Corée du Sud. Alors, la Corée du Sud fait partie des pays les plus avancés en termes d'électronique, de paiement électronique. Les 3 grands réseaux de cartes de crédit sont bien sûr acceptés à travers le pays. Est-ce que l'argent comptant est tout de même recommandé pour les dépenses de nos auditeurs? Alors, oui, je dirais. Alors c'est vrai que la méthodologie de paiement en Corée la plus répandue, c'est effectivement les cartes de crédit. Par contre, dans les marchés, on peut utiliser du cash et c'est souvent plus recommandé d'utiliser du cash que faire des paiements par carte. Parce que du coup, les personnes sont taxées en paiement Ah, par carte, alors qu'en cash, on peut bénéficier des ristournes de 10% environ. Alors après, c'est pas comme en Asie du Sud-Est ou en Chine où on va dans les marchés et négocier des prix incroyables. Généralement, les prix qui sont affichés dans les marchés coréens sont généralement ce qui est demandé aussi pour les locaux. Mais par contre, en payant en cash, on peut essayer d'avoir des petites ristournes euh, qui arrangent généralement les commerçants. d'accord, donc Donc bon c'est à possible. savoir, un bon petit conseil, donc amener quand même, retirer un petit peu de cash pour, justement faire de bonnes affaires avec, des commerçants. On aime généralement visiter un pays, une ville lorsqu'il y a une fête locale comme Venise et son fameux carnaval. Alors quelles sont les activités annuelles qu'on retrouve en Corée du Sud et que tu recommandes de venir voir et de venir, expérimenter, pendant un voyage en Corée du Sud? Alors, je dirais que la période de la fête des lanternes, qui se situe au moment, de l'anniversaire de Bouddha en mai, est une très belle saison et un très beau festival à voir parce que on a un défilé de lanternes aussi qui est, disponible à voir à Séoul. Et le fait que ce soit l'anniversaire de Bouddha, au moment de cette période-là, les temples sont décorés avec des lanternes très colorées et ce qui apporte un charme supplémentaire, dans la visite des temples traditionnels coréens. Donc, je dirais en premier la fête des lanternes. Et puis ensuite, on a toute la période des cerisiers en fleurs. Donc, c'est une période qui est assez éphémère, effectivement. Donc, il faut bien calculer et ça change un petit peu toutes les années. Donc, c'est un peu difficile à planifier, mais si on a la chance de pouvoir venir à ce moment-là, on peut voir vraiment les magnifiques cerisiers en fleurs. On a des endroits à Séoul où on a des grandes chaînes de allées de cerisiers en fleurs. Euh, et puis après, je dirais aussi la saison de l'automne, donc plutôt en première semaine d'octobre, où on peut voir le changement des couleurs des feuilles. C'est une période qui est très connue en Corée. Même les locaux adorent voyager pendant cette période-là parce que les paysages montagneux sont très très belles. Et puis on peut vraiment voir le changement de couleur des feuilles et l'ambiance d'automne un peu nostalgique et très sympa. Alors vous entendez la saison des couleurs, c'est quelque chose qu'on connaît bien aussi au Canada. On a et surtout, bah, notamment au Québec avec la région des Laurentides qui se part des plus belles couleurs avec les changements de feuilles donc si vous voulez vivre ça aussi, à l'autre bout du monde, en Corée du Sud, c'est possible. Donc bien vous renseigner sur la période, sur les périodes et puis bien sûr la floraison comme Sky vous l'a mentionné. Heu, Soyez un petit peu flexible sur vos dates. Si vous êtes flexible, notamment grâce à vos points de fidélité pour réserver des billets d'avion, peut-être que vous pouvez vous permettre de suivre le calendrier et de voir, quand est-ce que la floraison va apparaître, l'année où vous voulez, visiter la destination et puis réserver à ce moment-là. Alors, Sky, si on veut rejoindre ton agence, comment cela se passe? De toute manière, bien sûr, on va indiquer tout cela dans notre guide sur la Corée du Sud, mais généralement, comment ça se passe la relation pour débuter avec ton agence?
Alors avec nous, on peut nous trouver sur internet, via notre site internet, danimtravel.com, où il y a un mail, une adresse email disponible, ou alors, une case où on peut remplir pour nous contacter, directement. Donc on a des chefs de projet, qui, réceptionnent les emails et puis, du coup, communication par email, avec nos voyageurs pour monter leur voyage. C'est excellent et puis vous le voyez, Sky a bien évidemment un français parfait et ça rassure, notamment les Québécois, qui s'en vont à l'autre bout du monde. Donc elle sera là, elle pourra vous accompagner justement dans vos démarches pour, voyager en Corée du Sud. Alors, Sky, un grand merci pour cette entrevue. Nous espérons, vous envoyer beaucoup d'auditeurs et moi-même, je planifie venir bientôt avec Audrey qui ne connaît pas le pays. Merci beaucoup et avec grand plaisir. Excellent. Allez, au revoir Sky. Merci, au revoir.